Bonjour à tous. Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes avant de commencer, voilà, le temps qu'on ait un maximum de personnes. Bon, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire donc, qui vous est proposé par FI Group. FI Group qui est un groupe européen de conseil en innovation avec une forte présence à l'international. Notamment en France, une expertise depuis aujourd'hui plus de 20 ans sur le dispositif du crédit d'impôt recherche. Par rapport à celui-ci, un des points probablement les moins évidents à appréhender donc par rapport à ce dispositif, c'est la question de la justification scientifique des travaux de R&D. Et donc, nous trouvions intéressant du coup, de vous faire partager cette expérience pour voilà, un petit peu mieux appréhender cet aspect-là du dispositif qui nécessite un certain effort. Ce webinaire vous sera présenté par Antoine et moi-même qui bénéficions aujourd'hui d'une expérience assez importante donc, sur le dispositif et en particulier plus récemment, nous avons commencé à nous spécialiser sur cette dimension donc de la justification scientifique. Donc vous trouverez là donc sur cet écran et puis nous les remettrons à la fin de la conférence nos coordonnées. N'hésitez pas suite à ces webinaires si vous avez la moindre question complémentaire à nous envoyer un email. Nous répondrons à vos questions avec plaisir. Également, comme prévu, à la fin de ce webinaire, nous garderons entre 15 et 20 minutes pour répondre à vos questions que vous devez pouvoir poser au sein de l'interface de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire. Nous y répondrons, nous tâcherons en tout cas d'y répondre à la fin. Si vous n'avez pas la possibilité de rester jusqu'à la fin, voilà, n'hésitez pas à également nous envoyer vos questions par email ou en tout cas demander un contact pour que nous puissions répondre à vos questions. Voilà, donc je vais laisser mon cher Antoine présenter le programme de ce webinaire. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui sur ce webinaire consacré à la justification scientifique, on va aborder la présentation en 3 parties. Une partie introductive assez courte pour rappeler les critères d'éligibilité au titre du crédit impôt recherche, comment identifier un projet et surtout comment est-ce qu'on peut caractériser le fait qu'une opération est bien une opération de recherche. Cette introduction nous servira pour la deuxième partie qui sera la plus importante. On va passer en revue le modèle justificatif qui est proposé par le ministère de la Recherche, qui permet donc de mettre en avant l'opération de recherche et la façon dont ça a été mené, les résultats obtenus. Et on terminera par une partie conclusive pour vous rappeler les modalités d'expertise des dossiers justificatifs et du coup montrer justement comment ça se passe une fois que le dossier a été préparé. Donc pour commencer, vraiment une brève partie, parce que c'est quand même important, pour déjà rappeler les principales notions d'éligibilité de la recherche dans le cadre du CIR.
C'est important parce que du coup, ça va permettre d'introduire des notions que l'on pourra réutiliser dans la suite de la démonstration. Alors, vous inquiétez pas, il n'y aura pas beaucoup de définitions qui vous seront lues. Trouvons néanmoins important juste de vous citer la définition principale qui se trouve dans le manuel de Frascati, hein, qui, je le rappelle, est le manuel qui a pour but notamment de définir hein, ce qu'est la recherche et développement à des fins statistiques et qui du coup constitue un petit peu la définition officielle internationale de la R&D. Et donc selon le manuel de Frascati, la R&D englobe les activités créatives et systématiques entreprises en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'humanité, de la culture et de la société, et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles. Vraiment, le point que je voudrais que vous reteniez de cette définition, qui est vraiment important et qui va vraiment éclairer toute la suite de ce webinaire, c'est la notion de connaissance. En fait, comme vous le voyez, ce terme-là apparaît pas moins de 3 fois dans la définition, et ce n'est pas anodin. Vraiment, ce qui vraiment va caractériser la R&D et ce qui va vraiment servir de levier à sa justification, c'est vraiment la notion de connaissance. En fait, la connaissance, et la notion de connaissance notamment scientifique, doit vraiment être au cœur de la justification. Et en particulier, ça s'applique dans le cadre du CIR. Voilà, donc cette définition, alors elle n'est pas autosuffisante, hein, elle est notamment complétée dans le manuel de Frascati par 5 critères qui vont permettre d'identifier cette R&D. Ces 5 critères, on vous propose de les reprendre pour bien les avoir en tête parce que ce sont eux qui vont aussi dicter le contenu du dossier justificatif qui permet donc de présenter les opérations de recherche. On a 2 critères fondamentaux qui sont les critères de nouveauté et d'incertitude que je qualifie de fondateurs de cette définition de recherche parce qu'ils étaient présents déjà dans les précédentes versions du manuel de Frascati. Donc on a le critère de nouveauté, l'objectif d'une opération étant d'obtenir un résultat nouveau, et un critère d'incertitude, le projet, l'opération doit revêtir un caractère incertain quant au résultat final. Ces 2 critères-là, on les retrouve donc dans les différentes versions du manuel de Frascati, mais la version 2015 est venue préciser ces 2 critères en introduisant 3 nouveaux critères qui sont en fait des précisions, comme j'ai dit juste avant, qui permettent finalement de mieux différencier une opération et vraiment la qualifier comme étant une opération de recherche. On a un critère de créativité, c'est-à-dire que le projet doit reposer sur des notions et hypothèses originales et non évidentes. Un critère de systématisation, l'opération doit s'inscrire dans une planification et une budgétisation, c'est-à-dire qu'on a une démarche qui est prévue en amont et après on déroule une approche avec une hypothèse, des travaux qui sont là pour infirmer, confirmer, et on avance comme ça par étapes pour réussir à lever l'incertitude qu'on a identifiée. Et on a un critère de transférabilité et ou reproductibilité, c'est-à-dire que le projet doit déboucher sur des résultats qu'on est ensuite capable soit de remobiliser, soit de partager pour pouvoir exploiter cette connaissance qu'on a ainsi créée. Donc ces critères sont importants puisque tout au long du dossier de justification, on va chercher à les mettre en avant afin de montrer, de prouver que les opérations qu'on est en train de mener sont bien des opérations de recherche. On arrêtera la partie sur l'éligibilité au CIR et surtout sur la partie recherche éligible à cette étape. Et maintenant, on vous propose de rentrer sur cette trame du MSR, sur ce descriptif technique et du coup les différents points qu'on doit mettre en avant pour réussir à prouver et à bien montrer que ce qui a été réalisé relève bien d'une opération de recherche. Oui, donc effectivement, comme indiqué par Antoine, nous avons fait le choix de nous appuyer sur la structure de la trame qui est proposée par le ministère de la Recherche, que vous trouvez du coup sur son site internet, qui est celle que vous devez utiliser pour justifier vos travaux de R&D dans le cadre de la définition, le cadre de la justification donc, de votre CIR. Donc voilà, donc vraiment on a on a fait le choix de suivre justement partie par partie cette structure de manière à ce que vous puissiez derrière retrouver cette logique-là quand vous allez devoir justifier votre CIR. Par contre, à chaque partie, l'idée c'est que nous vous amenions des préconisations, des conseils
pas uniquement dans le cadre de leur rédaction, mais également sur toutes les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place pour vous assurer de pouvoir répondre au mieux au moment de la rédaction du dossier justificatif. Donc, avant d'aller, avant de commencer justement à dérouler cette, cette trame, un premier appel, hein, par rapport au crédit impôt recherche, hein, qui, qu'il faut savoir, donc c'est un dispositif qui a une mise en œuvre qui est fiscale, et donc à ce titre, il peut être contrôlé, et donc il est contrôlé en fait par la Direction générale des finances publiques, qui, lorsqu'elle va contrôler le CIR, va notamment se concentrer sur une analyse financière, sur notamment la présence de justificatifs administratifs et financiers. Par contre, en ce qui concerne la notion vraiment d'éligibilité, c'est-à-dire vraiment l'analyse du fond des dossiers, ça c'est une mission qui est opérée par le ministère de la Recherche, notamment au travers de sa direction générale de la recherche et innovation et de sa direction régionale à la recherche et technologie, qui vont mobiliser des experts scientifiques, donc si possible le plus proche possible de votre domaine, pour vraiment analyser le fond du dossier. Et à ce titre-là, en fait, sur cette partie du contrôle, on oublie complètement la notion, l'aspect fiscal et juridique du dispositif. On est vraiment et uniquement sur une analyse qui est d'ordre scientifique. Et donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. C'est-à-dire que dès lors qu'on est sur cette phase d'expertise scientifique, les règles qui vont s'appliquer sont plutôt des règles proches de la discussion scientifique. Et c'est vraiment sur cet axe-là que l'on va que le webinaire en fait est situé. On ne va pas du tout parler de la notion de contrôle sur le plan fiscal. On est uniquement sur le plan scientifique. Donc entrons dans cette fameuse trame proposée par le ministère de la Recherche. Elle est organisée en trois parties. On a deux parties assez courtes au début du dossier. D'abord, une présentation de la société. Alors, au-delà de la présentation classique qu'il faut faire de la société, par expérience, il semble assez important de commencer à présenter les activités de la société, mais aussi de ancrer ces activités dans le contexte scientifique et technique. C'est-à-dire commencer à mettre en avant déjà la connaissance du monde scientifique et technique dans lequel évolue la société, et aussi commencer à présenter les éléments, les relations au niveau de la recherche qui peuvent exister. Par exemple, s'il y a déjà eu des collaborations avec des universités, s'il y a des chercheurs en interne, s'il y a des projets en cours qui sont collaboratifs, s'il y a déjà eu des publications. En fait, tout élément qui permet déjà de prouver et de montrer que la société a l'habitude de faire de la recherche et qu'elle connaît en fait ce monde-là et sait où elle se situe. Deuxième point important, il est demandé de donner des organigrammes au niveau de la présentation de la société. C'est assez important de réussir à mettre en avant une organisation de la recherche en interne. Souvent, on a un organigramme assez clair sur la société en elle-même et les personnels, mais c'est important de montrer aussi que la société est capable de se structurer au niveau de sa recherche. Donc d'avoir du coup des chercheurs qui pilotent les projets, d'avoir un ensemble de chercheurs qui y participent, d'avoir des techniciens aussi qui vont aider les différents chercheurs, et que même si on n'a pas une cellule de R&D en propre qui fait 100% de recherche, d'avoir quand même une capacité, quand on mène un projet de recherche, de se structurer pour réussir à le faire correctement. Donc ce premier petit encart sur la présentation de la société, voilà, il y a des points un petit peu à mettre en avant déjà pour montrer que la société connaît et baigne dans ce monde de l'R&D, qu'elle est structurée pour faire les projets correctement. Deuxième partie, assez courte aussi, c'est la présentation synthétique des opérations de recherche. C'est un tableau, en fait, à compléter avec quelques éléments en colonne, avec, bon, bien sûr, le titre, l'année. On va retrouver aussi les indicateurs de recherche, l'incertitude rencontrée, la démarche dans les grandes lignes. Et ça va permettre de faire un récapitulatif, un sommaire des opérations de recherche. S'il y en a plusieurs, c'est appréciable à la lecture. Et en fait, chacune de ces lignes, chacune de ces opérations va donner lieu à la rédaction d'une fiche détaillée. Et chaque fiche détaillée sera donc le cœur de la présentation. Donc rentrons maintenant en détail sur ces fiches détaillées, qui sont vraiment les points sur lesquels on va pouvoir présenter chaque opération de recherche. Les fiches détaillées commencent par un petit cartouche avec des éléments simples d'identification de l'opération, un nom, une année, des dates de début, de fin,
des choses assez classiques. Nous attirons votre attention sur l'élément qui est surligné en bleu, domaine de recherche, sous-domaine associé, mots-clés si nécessaire. Cet élément en fait est assez important pour qu'en cas d'expertise, on puisse déterminer, l'administration puisse déterminer au mieux quel serait l'expert qui serait à même de pouvoir analyser correctement les projets. Donc c'est assez important d'essayer de remplir cette partie-là pour donner la meilleure visibilité sur le projet et le contenu de ce qui a été réalisé. De plus, comme sur les articles scientifiques qu'on peut trouver dans la littérature, on a souvent en introduction aussi quelques mots-clés qui permettent de situer la recherche. C'est donc assez intéressant de faire ce travail, de savoir quoi mettre en avant comme mots-clés pour caractériser le projet, les difficultés rencontrées, peut-être même l'apport de connaissances qu'on arrivera à trouver à partir de ces mots-clés. Quand on parle de domaine de recherche principal, de sous-domaine associé, on se base sur la nomenclature fournie par le ministère de la Recherche. On a donné quelques exemples à droite. On a 4 grands domaines qui existent. Le domaine A, sciences et technologies du numérique, mathématiques. Donc, par exemple, si au sein de ce domaine-là, vous faites de l'informatique, vous allez choisir A4. Si vous faites un projet qui se trouve dans l'intelligence artificielle, vous pourrez mettre A4H pour préciser. Mais ça peut être intéressant d'ajouter quelques mots-clés en plus de ce domaine. Par exemple, si vous travaillez sur les réseaux de neurones d'intelligence artificielle, vous pourrez mettre A4H et rajouter un autre mot-clé, neurones artificiels. On a d'autres catégories. On a B, sciences et techniques industrielles physiques. Si par exemple vous travaillez dans les matériaux polymères, ce sera B3B. On a le grand domaine C, les sciences biologiques, médicales et agroalimentaires. Si vous faites de la science pharmacologique, vous irez plutôt en domaine C4 par exemple. Et en D, si les sciences humaines et sociales, l'archéologie par exemple, en D5. Donc il est important à ce stade de bien identifier le domaine, les sous-domaines, voire plusieurs sous-domaines, hein, s'il y en a plusieurs qui caractérisent le projet, et d'y associer quelques mots-clés pour préciser au maximum à la fois les connaissances que vous essayez de créer, à la fois le verrou que vous rencontrez et le domaine dans lequel vous intervenez. Donc maintenant, on va rentrer dans la première partie de cette fiche descriptive, donc qui est l'opération de R&D dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Ce n'est vraiment pas une partie à négliger, hein, comme toutes les autres, mais vraiment celle-ci, elle est très importante puisque c'est celle dans laquelle en fait le lecteur va commencer à rentrer dans votre opération. Et elle a vraiment pour but de faire comprendre en quoi le lancement de cette opération de R&D était cohérente, c'est-à-dire en quoi finalement elle s'inscrit, elle a une logique en fait par rapport à notamment à votre activité, donc à votre cœur d'activité, et en quoi elle peut avoir un apport. Euh, Dans ce cadre, en fait, on préconise en fait de rester le plus concis possible. En fait, pas forcément besoin de dresser un tableau très étendu, au risque effectivement de perdre le lecteur. C'est plutôt d'aller plutôt droit au but, sur vraiment qu'est-ce qui a fait en fait, qu'est-ce qui a motivé, voilà, c'est vraiment la notion de motivation, qu'est-ce qui a motivé le fait de vous lancer dans une opération de R&D qui est finalement une décision qui n'est pas anodine, pour atteindre vos objectifs en lien avec votre activité. Ce qui est important aussi, c'est que ça va être à la fois pouvoir être lu par l'expert scientifique, hein, qui va lui permettre de mieux comprendre d'où est venue la démarche scientifique, mais également potentiellement des non-scientifiques, hein, par exemple le vérificateur, qui lira très peu probablement l'ensemble du dossier technique, mais qui par contre, très certainement, va au moins s'intéresser à ces aspects contextuels, donc finalement à essayer de comprendre en quoi il est cohérent que vous fassiez de la R&D. Donc, du coup, pour illustrer un petit peu ça, on a pris un exemple regardez, très générique en fait, qui n'est basé sur aucun projet existant. Le but étant juste de vous illustrer voilà, comment on peut d'ores et déjà introduire des notions scientifiques tout en restant sur un certain niveau de concret pour pouvoir effectivement avoir un discours compréhensible dans cette introduction. Donc, je vous propose de lire cet extrait, hein, qu'on va du coup réutiliser dans la suite du webinaire.
Donc, il y a un exemple de motivation sur le lancement d'un projet de R&D, d'une opération de R&D. Donc, nous cherchons à développer un nouvel outil de recherche d'informations adapté aux grandes organisations grâce aux dernières avancées en intelligence artificielle, notamment en apprentissage automatique et en traitement automatique des langues. La principale difficulté que nous rencontrons concerne la pertinence des résultats lors d'un déploiement en contexte multinational où les documents peuvent être rédigés dans différentes langues. Alors, bien entendu, vous pouvez être amené à être un peu plus spécifique en fonction de votre projet. Là, comme c'est basé euh, sur un projet virtuel, là, le but, c'est surtout de vous donner plus un exemple, une illustration sur comment finalement, en peu de mots, en peu de phrases, on peut combiner déjà des notions scientifiques, hein, l'apprentissage automatique, traitement automatique des langues, et des aspects beaucoup plus fonctionnels, le fait que vous cherchez à développer un outil de recherche d'information, le fait que ça s'adresse à des clients qui sont plutôt des grandes organisations. Donc finalement, voilà, c'est vraiment pour vous sentir vraiment la philosophie de cette partie-là, la logique, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de faire comprendre en quoi, au sein de votre motivation, notamment économique, s'extrait finalement, hein, le besoin d'effectuer des travaux sur le plan scientifique. Alors, si on veut bien caractériser une distinction qui est importante entre opération de recherche et le projet d'entreprise, on peut repartir d'un schéma qui est proposé par le ministère de la Recherche et peut-être faire un petit exemple. On a parlé ici de création d'un outil en intelligence artificielle. Prenons par exemple le cas du projet 1, la première colonne. C'est un projet interne qu'on réalise du coup pour créer justement tout ce système et cet outil de recherche d'information. Donc au sein de ce projet 1, on va avoir un ensemble de sous-projets dans l'entreprise. On a par exemple la création du coup vraiment purement technique qui va être faite, algorithmique. On va peut-être avoir aussi des parties graphiques qui vont être réalisées, peut-être d'autres tâches annexes administratives. Mais finalement, quand on caractérise l'incertitude du projet, du coup l'opération de recherche qui nous intéresse, cette opération de recherche, elle ne concerne qu'une partie de l'activité interne qui a été réalisée. Donc ça ne va pas tout prendre. Par exemple, ici, ça va être le sous-projet 2. Une fois qu'on a créé cet algorithme, ce système, on pourrait souhaiter l'utiliser, le tester et valider sur un cas réel. Donc, projet 2, un projet que la société réalise pour le client, par exemple, dedans, il y aura une partie du projet qui sera consacrée à pouvoir expérimenter l'algorithme ainsi créé et peut-être qu'on va se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Donc, on va le remodifier. Donc, il y aura une activité, sous-projet 2 du projet 2, qui serait aussi une activité qui rentre dans cette même opération de recherche. On cherche à lever la même incertitude. Ensuite, on fait des modifications et on peut avoir la même idée, utiliser un nouveau cas projet, un nouveau cas client, le projet 3, toujours dans le sous-projet 2, continuer à essayer d'utiliser l'algorithme et peut-être encore une fois, ce coup-ci avoir une semi-validation, mais on sent encore qu'il y a des modifications de fond à faire et qu'on pourrait être amené à réaliser. Donc on voit qu'on a plusieurs sous-projets, donc plusieurs projets qui peuvent correspondre à la même opération de recherche. Nous, ce qu'on souhaite mettre en avant dans le dossier justificatif, c'est l'opération de recherche. Donc même s'il y a différents projets d'entreprise, on va mettre en avant et mettre ensemble tous les travaux qui ont été réalisés pour réussir à avancer sur la création de la connaissance, lever d'une incertitude qui a été identifiée et donc réorganiser ces travaux comme étant une opération de recherche, en écartant du coup les phases qui ne sont pas des phases éligibles, des phases de recherche, par exemple de l'accompagnement utilisateur, du conseil ou des tâches administratives ou tout autre élément qui du coup n'est pas une tâche de cette opération de recherche et pas une tâche éligible au titre du CIR. Alors, les indicateurs de recherche. Ça, c'est un aspect notamment lié à la justification scientifique du CIR qui existe depuis un moment, même si ces dernières années, il a tendance à un peu se renforcer, notamment par le fait, donc là, sur la trame actuelle proposée par le ministère de la Recherche, qui date de 2018, donc ce qui est relativement récent, on va dire, par rapport à l'historique du crédit d'impôt recherche. Cette notion d'indicateur de recherche, elle a été mise en deuxième position de la fiche de crédit d'une opération. Donc, ce qui montre que elle est aujourd'hui assez important de pouvoir mettre en avant des indicateurs de recherche. Alors, bien entendu, et je le rappelle,
ces indicateurs, il n'est pas indispensable d'avoir des indicateurs de recherche pour pouvoir déclarer un CRR et même pour faire de la recherche et développement. Vous pouvez très bien effectivement euh, valider intégralement le fond de votre dossier sans aucun indicateur, c'est tout à fait possible. Cependant, le fait d'en avoir, il faut plutôt partir du principe qu'ils vont vous permettre de démarrer, et c'est encore plus vrai avec le fait que du coup cette partie-là est positionnée en début de document, ils vont vous permettre de démarrer avec des points d'avance dans l'esprit de l'expert. Effectivement, si vous avez déjà publié dans des revues scientifiques et comités de lecture, ça va effectivement apporter un élément à l'expert pour dire que oui, il y a de grandes chances que vous fassiez de la recherche. Donc finalement, l'idée est plutôt de faire partir le lecteur avec un a priori positif. C'est plutôt ça le but. Et à ce titre, ça reste du coup quelque chose d'assez important. Donc c'est vrai que certains indicateurs peuvent sembler en tout cas peu accessibles, en tout cas assez lourd à obtenir, hein, que ce soit effectivement le fait de participer à des projets collaboratifs européens, par exemple, ou même le fait de publier, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas anodin, n'est pas évident, demande beaucoup d'efforts. Par contre, nous, on considère qu'il y a au moins trois aspects euh, qui sont qui sont relativement accessibles, qui peuvent nécessiter assez peu d'efforts, peuvent se faire en fait assez naturellement, euh, tout en vous amenant des indicateurs finalement relativement forts. Le premier, hein, qui est notamment le plus fort, c'est le fait finalement de se rapprocher d'un établissement d'enseignement supérieur, puisque finalement quand on parle de l'indicateur de collaboration scientifique avec un organisme public, ça peut sembler de prime abord assez important, mais en fait, quand vous allez effectuer des recherches par rapport à vos travaux de R&D, chercher justement, notamment dans l'établissement de votre état de l'art, on en parlera ensuite, quels sont les experts du domaine, ou quels sont notamment voilà, les établissements qui sont experts sur ces sujets-là, c'est l'occasion en fait dès que finalement vous dénichez le nom d'un expert vraiment spécialisé dans le domaine, et si en plus il est proche de vous, mais en même temps avec aujourd'hui les outils de communication, il peut finalement être situé n'importe où. Pourquoi pas en fait juste lui envoyer un petit email pour lui dire que vous êtes intéressé par ces travaux qui sont très intéressants, que vous-même vous travaillez dans le même domaine et qu'il pourrait être intéressant d'échanger. Euh, il se fera très probablement un plaisir de vous répondre, de vous exposer vos travaux, qui va peut-être vous envoyer ces derniers papiers. Et quelque part, même ce début d'échange, c'est quelque part un début de collaboration scientifique avec un organisme, puisqu'il est forcément rattaché à un laboratoire de recherche, à une université. Et même des échanges informels par email, qui peuvent d'ailleurs rapidement déboucher sur rien qu'une lettre, ce qu'on appelle un memorandum of understanding, une lettre d'intention en fait, de collaboration scientifique. Finalement, voilà, l'effort n'est pas si important que cela, et ça vous permet d'avoir cet indicateur, et puis même au-delà de ce principe d'indicateur, ça vous permet d'étendre votre réseau et d'avoir un contact finalement intéressant sur le sujet. Un autre indicateur qui peut être aussi assez simple, c'est la notion d'enveloppe solo, puisqu'effectivement, c'est une enveloppe dans laquelle vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, c'est-à-dire des idées, des concepts, du code logiciel par exemple, que vous scellez et que vous déposez à l'INPI pour une somme relativement dérisoire, hein, 30 à 40 euros. Et finalement, voilà, c'est un indicateur de R&D, puisque ça démontre que vous cherchez aussi à protéger vos créations, vos idées. Et au-delà également de la notion d'indicateur, ça peut être aussi une bonne pratique sur le plan de la propriété intellectuelle, d'avoir cette démarche de dire effectivement, on va au moins dater effectivement nos idées, voire notre invention. Et enfin, un dernier point, c'est votre site internet, puisque effectivement, c'est votre véritable vitrine. D'ailleurs, un expert, un vérificateur, la première chose qu'il va faire, c'est aller sur votre site internet, qui souvent présente très bien, notamment vos œuvres, vos solutions, votre expertise, hein, même votre expertise technique. Pourquoi pas aussi aller un petit peu plus loin et mettre une section recherche et développement qui va expliquer
dans la limite bien sûr de ce que vous souhaitez diffuser comme information en gardant ce qui est confidentiel, hein, pour vous, mais voilà, en expliquant tout du moins que vous faites de la R&D dans tel domaine et ce qui vous permet d'être à la pointe de la technologie ou en tout cas de tel ou tel domaine. Pourquoi pas, là ça peut nécessiter un peu plus d'efforts, mais si vraiment vous êtes expert d'un domaine, hein, pourquoi pas se forcer à publier un livre blanc dessus et le mettre sur votre site. Et pareil, au-delà de finalement de servir un peu d'indicateur R&D, ça peut avoir également d'autres vertus, même d'un point de vue marketing, puisque ça peut attirer aussi un peu plus de visiteurs sur votre site. Donc voilà, donc finalement, quelque part, c'est des petites actions qui peuvent être intéressantes en termes, en particulier ici, d'indicateurs de recherche. Donc je vous invite effectivement, en tout cas, à penser dans votre organisation. Suite à la présentation des indicateurs de recherche, on a une autre partie où on commence à rentrer dans le cœur de l'opération de recherche. Si vous vous souvenez des critères que j'ai cités ici, on va commencer déjà à en retrouver deux principalement. Ça va être le critère de nouveauté et le critère d'incertitude. L'objet de l'opération de recherche, l'objectif ici est de en fait montrer ce qui a été fait en amont du projet, c'est-à-dire avoir déjà étudié en fait la littérature scientifique, avoir identifié ce qui fait que vous n'êtes pas capable d'aller au bout de votre travail et qui nécessite du coup d'initier un travail de recherche. Donc à partir de là, on va justifier quelle est la nouveauté qui est visée et on va réussir à justifier aussi quel est le verrou qui vous bloque pour atteindre l'objectif. Attention, les verrous, pour les identifier, il faut réussir à bien analyser les connaissances qui existent. Pour toujours cette notion de connaissance que Charlie a présentée dès le début, qui est assez importante, il faut réussir à montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui manque. Donc pour ce faire, on va faire un état des connaissances, on peut appeler ça aussi un état de l'art, et chercher dans le domaine les connaissances scientifiques qui existent pour vérifier ce qui existe déjà, ce qui peut servir de base à vos travaux, et ce que vous allez pouvoir amener de nouveau. Et c'est finalement tout votre travail de recherche qui va vous permettre d'avancer. En faisant un peu, on va vous proposer hein, un peu une démarche par expérience, vous donner des idées sur la manière de travailler cette partie-là pour réussir à bien analyser les connaissances existantes. Notamment déjà de petites astuces toutes simples. La première étant de travailler en anglais, puisque la littérature scientifique internationale se fait beaucoup en anglais, donc il ne faut pas hésiter à basculer et utiliser les termes techniques anglais pour réussir à faire une revue des connaissances qui soit un peu plus exhaustive. Et aussi faire attention de s'appuyer sur des publications scientifiques qui sont assez récentes. Pourquoi? Parce que si on se cantonne à des publications qui ont un petit peu d'ancienneté, on risque de passer à côté de connaissances qui pourraient vous intéresser, auquel cas vous pourriez être tenté de faire un projet de recherche alors que quelqu'un a déjà trouvé une solution, ou alors ne pas vous utiliser les dernières connaissances existantes qui pourraient vous aider à accomplir votre mission plus rapidement. Pour faire un petit focus sur la qualité des références scientifiques, par expérience, on propose une distinction dans la qualité des références qui sont acceptées par la communauté académique, avec des éléments qu'on pourrait classer en deux catégories. Les sources de meilleure qualité, celles qu'on a mis dans les sources de rang 1, sont finalement les publications ou les articles qui ont été validés de manière internationale par des pairs, par des experts du domaine. C'est-à-dire que les experts cautionnent les publications et valident les connaissances qui ont été créées. On est vraiment sur les publications qui sont de plus haut niveau si on parcourt ces connaissances-là. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aussi vous aider à constituer votre état des connaissances, à naviguer dans l'existant. C'est le cas par exemple des brevets, des thèses, qui sont des très bonnes sources d'informations aussi. Mais par expérience, on se rend compte que reposer vraiment un état, une revue des connaissances et présenter une revue des connaissances qui se base en priorité sur des sources de rang 1, donc des sources qui ont été revues et validées par les pairs, est bien plus pertinent et vous permet vraiment de prouver le travail que vous avez mené d'analyse de l'existant et l'apport de connaissances. Donc notre finalement conseil serait principalement d'essayer de vous nourrir des sources de rang 1, mais de ne pas hésiter bien sûr à compléter cette approche avec d'autres sources et de les utiliser aussi pour analyser ce qui peut exister et de bien sûr compléter avec des sources de rang 2 qui peuvent vous aider à améliorer la qualité du document. Du coup, là, l'idée, c'est de vous présenter un exemple un peu plus pratique en se rebasant donc sur l'exemple de tout à l'heure, hein, sur le sujet en intelligence artificielle. Pour le coup, un domaine qui peut aujourd'hui parler un petit peu à tout le monde et sur lequel, en fait, aujourd'hui, tout secteur d'activité a la possibilité de se lancer sur ce domaine. Donc,
D'où l'exemple. Voilà, donc un petit exemple pratique pour voir voilà, comment concrètement on peut, parce que c'est vrai que souvent on se dit voilà, établir l'état de l'art, c'est vrai que c'est une étape qui est très très longue. Effectivement, dans le cadre d'une thèse, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est vrai que c'est du temps qu'on a beaucoup moins en entreprise lorsque effectivement on réalise les projets. Donc juste voilà, l'idée c'est de vous montrer quelques voilà, petite structuration de comment effectivement être efficace dans cette recherche. Donc voilà, la première étape, qu'on vous l'a dit, c'est vraiment d'établir les bons mots-clés, hein. Donc vraiment, le principe, c'est de prendre les mots-clés qui ont la plus importante connotation scientifique, hein, dans votre sujet. Donc là que je surligne ici. Donc notamment la notion de recherche d'information, parce que c'est là-dedans qui est contenu effectivement ce que vous voulez faire, les notions d'intelligence artificielle et plus spécifiquement d'apprentissage automatique et traitement automatique des langues, ces deux dernières étant, on va dire, incorporées dans la première, et la notion de différentes langues, puisque c'est là, dans cet exemple-là, c'est de là que vient la difficulté. Voilà, donc si on les transforme en mots-clés prêts à une bonne recherche, donc c'est-à-dire effectivement en version scientifique, donc recherche d'information devient information retrieval, le fait qu'il y ait différentes langues devient cross-language, et puis bien entendu, par exemple, traitement automatique des langues se traduit natural language processing. Euh, donc là, notamment, ce qui est important de voir, c'est que il y a 3 niveaux de mots-clés. Le premier, donc effectivement, qui est ce que vous cherchez à faire, hein, c'est le quoi, la recherche d'information, le comment, hein, c'est-à-dire avec quel concept technique ou scientifique vous cherchez à y arriver. Donc du coup, ces termes-là, on va dire, dans le cadre de la recherche, n'ont pas forcément être mis en même temps parce que ça peut être redondant dans la recherche. Il faut plutôt en sélectionner l'un puis alterner. Et puis ce qu'on va appeler le malgré, c'est-à-dire ce qui est la source de la difficulté, le fait qu'on cherche à appliquer ces techniques dans des corpus de différentes langues, alors même que voilà, les modèles ne sont pas encore parfaits, enfin ne marchent pas encore très très bien. Donc vous prenez ces mots-clés. Alors il y a énormément, hein, bien sûr, de bases de recherche de connaissances. Une qu'on peut considérer comme étant assez simplifiée et en même temps assez efficace, hein, c'est celle de Google, avec donc le moteur de recherche Google Scholar, donc dans lequel effectivement vous allez indiquer vos mots-clés ou vos termes-clés, donc bien sûr indiqués entre guillemets. Donc comme on l'a dit, essayez de commencer en tout cas votre recherche sur des publications récentes. Donc ne pas oublier sur le côté gauche de jouer un peu avec les dates, hein, parce que Google par défaut propose de filtrer les articles, donc soit sur l'année N, soit sur l'année N-1, soit sur l'année N-3. Donc notamment N-3, enfin N-4, pardon, on va dire que c'est souvent, en particulier dans le domaine de l'informatique, une bonne période effectivement pour considérer que les publications sont relativement récentes. En tout cas pour commencer la recherche. Après, rien ne vous empêche d'ouvrir un petit à petit et d'avoir une période un peu plus longue. Mais là, déjà, on voit que rien que depuis 2016, avec ces trois termes clés combinés, on a plus de 2000 résultats. Ne pas oublier également, ce qu'on vous conseille, c'est de décocher donc d'enlever en fait de la recherche les brevets, les citations, puisqu'ils peuvent, comment dire, polluer les résultats. Ils ne nous serviront que très peu en fait. Là, le mieux, c'est de se concentrer quand même effectivement sur ce qu'il y a, c'est-à-dire les publications internationales. Et sur la droite, donc Google vous permet, quand c'est possible, d'accéder à une version gratuite de la publication. Parfois, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien et vous ne pouvez pas accéder à la publication. Donc, vous devez soit payer auprès de l'éditeur, hein, la publication entre 30 et 40 dollars en moyenne, hein, qui sont des dépenses, hein, qui peuvent être intégrées dans vos frais de veille technologique dans le crédit d'impôt recherche. Donc, ça, c'est une possibilité, hein. Vous pouvez d'abord, avant de l'acheter, hein, vous pouvez dans tous les cas au moins lire l'abstract, hein, le résumé, pour savoir si vous en avez vraiment besoin dans votre état de l'art. Si c'est le cas aussi, avant de l'acheter, ce qui peut être intéressant, et ça rejoint le conseil que je vous donnais sur la prise de contact avec les chercheurs, c'est que là, vous avez le nom des chercheurs, donc vous pouvez du coup, avec une rapide recherche, tomber sur leur page internet.
et il y a très souvent leur email, donc vous pouvez leur envoyer un petit mail pour dire voilà, vous êtes intéressé par leurs travaux, et je pense qu'ils se feront un plaisir de vous envoyer au moins un préprint, voir leur publication sans que vous ayez besoin de les acheter, hein. Je rappelle que quand vous payez auprès d'un éditeur, le chercheur, lui, ne reçoit rien. Ça ne vient pas rémunérer ses travaux. Vous ne rémunérez que l'éditeur. Donc, voilà, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas, voilà, à prendre contact avec le chercheur, et derrière, ça peut vous aider aussi au niveau des indicateurs, voire ça permet d'augmenter votre réseau. Alors, c'est vrai que souvent, un des retours qu'on peut avoir, c'est que les publications sont parfois assez, sont assez dures à lire, hein, sont très techniques, hein, s'adressent souvent effectivement un peu aux spécialistes du domaine. Alors, je fais de la R&D dans ce domaine, l'idée c'est quand même d'en devenir un aussi, mais effectivement, quand on a peu de temps, ça peut paraître un peu abscon parfois à lire, mais néanmoins, effectivement, il faut essayer de faire cet effort, et en tout cas, il peut y avoir en tout cas une démarche qui permet d'exploiter au mieux ces références sans avoir forcément à lire l'intégralité de publications. Notamment l'abstract, hein, souvent l'abstract est rédigé de manière très courte et très efficace. Ça peut d'ailleurs être une bonne formation à comment aussi rédiger de manière efficace son dossier scientifique. Mais voilà, l'abstract présente de manière assez rapide finalement quelle est la contribution du papier, et donc de la publication de l'article, et donc vous permettre de savoir effectivement si l'article est intéressant. Si c'est le cas, ce qu'on préconise en premier lieu, c'est de lire au moins l'introduction et la conclusion. Introduction et conclusion qui vont permettre, donc l'introduction, de mieux comprendre quelle a été la problématique, quels sont les principaux travaux du domaine. Il y a souvent des citations, donc potentiellement pourquoi pas l'utiliser pour améliorer vos recherches sur le sujet, et la conclusion qui précise quels ont été les résultats. Donc rien qu'avec ces éléments, il est possible de savoir si l'application vous intéresse ou pas, et justement si elle est intéressante, vous pouvez déjà voir si elle est intéressante, mais qu'elle s'éloigne de ce que vous voulez faire, ça vous fait déjà un argument pour votre état de l'art, pour dire voilà, ces travaux-là sont intéressants, mais voilà comment nous, on peut y contribuer, et comment on peut chercher à résoudre tel problème qui n'est pas résolu dans les travaux de ces chercheurs. Et une dernière approche qui peut être faite également, au-delà de ces trois parties qui sont souvent rapides à lire, c'est d'utiliser la recherche textuelle, hein. Souvent, les publications sont en mode texte, hein, donc vous pouvez utiliser des fonctions de test, hein, CTRL-F, avec des mots-clés techniques qui vont permettre de au moins retomber sur les passages qui vont être en lien avec les problèmes que vous rencontrez. Voilà. Donc ça, c'est des techniques qui vont permettre de manière un peu progressive, de rentrer dans les publications, mais sans forcément les lire à 100%, sans vous noyer dedans en fait, et, euh, et juste d'en extraire vraiment la substantifique moelle, en fait, l'information qui va vous intéresser pour l'établissement de l'état des connaissances. Euh, Ensuite vient la partie qui suit, en fait, qui est vraiment dans la continuité de la contribution scientifique, hein, qui est également, on va dire, une notion relativement récente dans les dossiers justificatifs, en fait, qui vient vous forcer à exprimer quel est votre rapport en fait à la connaissance. En fait, comment se formalise, comment se matérialise votre rapport en termes de connaissances. Et donc c'est vrai que dans cette partie, il est très important, parce qu'on peut avoir le réflexe du coup un peu de retomber dans le concret, de dire voilà, notre contribution c'est ce nouveau produit ou c'est ce nouveau logiciel. Non, justement, l'idée dans cette partie-là, c'est d'aller encore plus dans l'abstraction, en fait, presque de vous décorréler de l'aspect fonctionnel de ce que vous développez dans le cadre de votre R&D, et de vraiment vous concentrer sur le concept ou la technique nouvelle que vous avez développée dans le cadre de votre R&D, et surtout d'expliquer en quoi elle pourrait être réutilisée ailleurs, dans un autre concept, soit dans le cadre d'un autre projet euh, chez vous, soit si virtuellement vous étiez amené à la publier, comment elle pourrait servir effectivement à d'autres. Donc c'est vraiment ça le principe, donc c'est vraiment ça le conseil principal, c'est vraiment d'insister sur le caractère transférable de la contribution. C'est en quoi effectivement cette contribution peut être adaptée à d'autres cas. Et dans le cas où vous êtes dans le domaine de l'informatique, même si ces conseils-là peuvent vous aider aussi à mieux comprendre cette partie, mais en tout cas dans le domaine de l'informatique, il est même demandé expressément d'ailleurs de clarifier en fait si votre contribution correspond
soit à une technique, c'est-à-dire par exemple dans le cas de notre exemple, on peut imaginer que de nouvelles techniques peuvent être développées, comme par exemple un nouveau modèle d'apprentissage, de nouveaux algorithmes de traitement d'un texte, par exemple. Donc ça peut être d'un niveau technique, mais ça peut être simplement à un niveau méthodologique. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas créé de nouvelles techniques, vous êtes simplement contenté, justement, notamment en lisant les publications de part et d'autre, en regardant ce qui se trouvait effectivement également sur étagère, vous avez finalement utilisé des techniques existantes, mais par contre, votre contribution, c'est la méthodologie, c'est-à-dire c'est la manière de les utiliser qui n'est pas triviale, hein, qui est originale, et qui pourrait être réutilisée dans d'autres cas, même si les techniques en elles-mêmes ne seront pas forcément réutilisées. C'est dans ce cas-là la méthodologie qui peut être réutilisée. Donc dans ce cas-là, c'est une contribution méthodologique qu'il faut préciser. Et un dernier niveau, c'est que même si vous n'avez développé ni technique ni méthodologie, vous pouvez également vous considérer dans la R&D si vous n'avez fait que finalement créer un savoir-faire. Alors, cette notion de savoir-faire ne s'applique qu'à des cas où la technique, hein, la technologie va être très récente, peu mature, et sur lequel il y a même une incertitude sur la manière d'utiliser. Et donc, rien que des travaux expérimentaux qui vont permettre de développer, de formaliser un savoir-faire sur l'utilisation de technologies existantes mais récentes, et peut être considéré comme une contribution, et dans le cas de l'informatique doit être déclaré en tant que tel. Donc même si c'est une obligation que pour le domaine de l'informatique de pouvoir savoir se situer à quel niveau se trouve la contribution, je trouve que quel que soit le domaine, c'est important d'arriver à bien définir, hein, pour être vraiment très clair dans cette partie-là, si la contribution elle est d'ordre vraiment technique ou si elle est d'ordre plutôt conceptuel, si c'est plutôt un modèle. Voilà, c'est vraiment pouvoir vraiment savoir et déterminer où se trouve l'origинalité d'un point de vue scientifique est très important. Parce qu'on a plutôt tendance à voir plutôt se focaliser sur la technique toujours et de présenter effectivement la contribution technique comme étant le fruit de la R&D. Mais parfois ça peut mener à une impasse parce que finalement la technique développée euh, seul ne comporte pas cet élément de reproductibilité et donc finalement et va être plutôt une innovation finalement qu'un vrai produit de recherche. Et peut-être que le produit de recherche va plutôt être les concepts techniques sur lesquels vous allez travailler. Donc voilà, c'est vraiment important d'arriver à faire ce niveau d'abstraction dans cette partie-là, parce que c'est de cette manière-là que vous allez mieux réussir finalement à discuter en fait avec l'expert qui va vous lire derrière. On vient de parcourir deux blocs assez importants, hein, de présentation du travail, l'objet de l'opération de R&D, la contribution scientifique. On a un troisième bloc assez important, c'est la description de la démarche et des travaux réalisés. L'idée ici va être d'expliquer vos idées, les différentes hypothèses posées, les méthodes que vous avez pu déployer, créer, les résultats obtenus, qu'ils soient intermédiaires, qu'ils soient finaux, que ce soit des échecs. L'objectif ici est finalement de répondre aux derniers critères qui n'ont pas forcément été explicités complètement depuis le début. Tout à l'heure, j'ai précisé qu'on avait abordé les critères de nouveauté, d'incertitude. Finalement, au travers de la démarche et de la présentation des travaux, on va pouvoir justifier le critère de systématisation sur la démarche qui a été déployée tout au long du projet de l'opération de recherche, le critère de créativité en parlant des méthodes qui ont été déployées, potentiellement créées, et aussi le critère de reproductibilité, avec le fait qu'on ait bien documenté la connaissance du projet et qu'on est capable de pouvoir les réutiliser pour pouvoir les remobiliser ou les partager. Finalement, par expérience, le conseil intéressant, c'est surtout de travailler la documentation du projet et bien de le documenter dès le début. Un projet de recherche, ça s'identifie déjà en amont, puisqu'on va faire une recherche dans l'état des connaissances, on va identifier les incertitudes, les verrous qu'on va rencontrer, et par la suite, on va déployer la démarche pour analyser ce qui a été, pour analyser en fait ce que vous avez à faire, réaliser les différentes étapes, viser la nouvelle connaissance, et faire des analyses intermédiaires. Donc tout ça, c'est un processus qu'il faut bien documenter au fur et à mesure, il faut bien conserver les connaissances intermédiaires qui sont créées. Le fait de documenter correctement un projet, enfin une opération de recherche, c'est pas uniquement dans le but du crédit impôt recherche, c'est de manière plus large en fait, pour réussir à documenter correctement le processus de création de la connaissance. Si vous avez des problèmes en fait pour réussir à documenter ces projets-là, c'est vraiment un point important à lever. Il faut se questionner dessus, peut-être chercher à s'outiller
avec des éléments qui peuvent vous aider à vous structurer pour poser par écrit ce qui se passe dans vos différentes opérations de recherche pour bien conserver. Maintenant, on a de plus en plus d'outils collaboratifs qui existent, qui permettent du coup aux collaborateurs de partager, d'ajouter du contenu, de travailler ensemble. C'est important du coup de poser vraiment par écrit tout ce qui peut être créé au fur et à mesure du projet. De plus, vous pourrez utiliser ces éléments à la fois pour remplir le dossier justificatif, mais aussi pour pouvoir communiquer de façon plus large. Par exemple, Charlie parlait tout à l'heure du site internet pour réussir à expliquer ce que vous faites. Vous pouvez participer à des séminaires pour en parler, pour présenter des choses. Ça va vous aider vraiment à formaliser vos connaissances. Et si jamais vous avez des éléments intéressants dans vos documentations, vous pourrez toujours les annexer au dossier justificatif. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le dossier justificatif, le but, c'est quand même d'être un petit peu synthétique. Donc, il faut avoir une démarche un petit peu de rigueur, de concision, pour faire en sorte que l'expert puisse appréhender le fait que ce soit un projet de recherche, pour l'analyser correctement. Mais il ne faut pas non plus le noyer sous une quantité astronomique d'informations. Il faut filtrer et vraiment mettre les choses les plus importantes. Donc, gardez en tête que cette présentation de la démarche des travaux doit être une partie concise mais rigoureuse de ce que vous avez réalisé et potentiellement vous pouvez annexer après des points qui sont assez importants à détailler. L'expert sera peut-être très content si le projet l'intéresse du coup d'aller un petit peu plus loin. Enfin, dernier point, ne pas hésiter à mettre les échecs que vous avez rencontrés. Un projet de recherche, c'est pas un long fleuve tranquille. On sait qu'il y aura des résultats intermédiaires qui sont parfois des échecs totaux ou des semi-validations, mais ça fait partie du flux de recherche. Un échec, c'est un apport de connaissances en lui-même. Ça veut dire qu'une hypothèse n'était pas bonne. Donc on va poser une nouvelle hypothèse, on va aller plus loin. Mais ce cycle itératif est un cycle de démarche assez classique. Ensuite, on va attaquer une nouvelle partie ressources humaines. On s'éloigne un petit peu plus du cœur de la technique pour s'approcher plus de la forme. Au niveau des ressources humaines, il est important du coup de tracer au fur et à mesure de l'année qui fait quoi. Qui fait quoi, quelle est la compétence qu'il a mobilisée et en quoi il a contribué au projet. L'objectif pour l'expert va être de vérifier qu'il y a une adéquation entre le temps qui a été déclaré et l'activité qui est décrite. On remarque différentes choses sur l'extrait du ministère de la Recherche, par exemple la remarque 2. On voit que si une personne participe assez peu à une opération de recherche, il faut du coup vraiment insister sur la manière de prouver qu'il a eu un apport certain sur l'opération de recherche. C'est-à-dire qu'il va être considéré qu'une personne qui participe peu, a priori, aura un impact très faible dans le projet et potentiellement pas eu un apport assez important à cette opération de recherche pour vraiment avoir une contribution qui soit notable. Donc, si vous choisissez de présenter des personnes au sein d'une opération de recherche avec vraiment un faible temps de participation, il faut déjà anticiper ce besoin de prouver quel a été l'apport de compétences et donc de bien noter durant l'année, encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est la contribution qu'il a pu apporter. De même, sur la remarque 3, l'autre extrême aussi va être un point à justifier. Une personne qui passe l'intégralité de son temps sur une opération de recherche, on va devoir justifier aussi un peu plus finement pourquoi on choisit de tout reprendre dans la déclaration de crédit impôt recherche. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce qu'une personne ait d'autres activités que l'activité de recherche en elle-même, des formations, des participations à des congrès, des participations à d'autres éléments, des temps de tâches administratives, du temps finalement qui ne va pas être générateur de connaissances, mais qui va être du temps passé sur d'autres tâches qui ne seraient pas du coup à reprendre dans le cadre de la recherche. Donc si vous choisissez de valoriser des personnes à plus de 100%, à hauteur de 100%, il faut s'attendre à bien justifier le fait qu'elle a pu consacrer effectivement tout son temps et qu'elle n'a pas eu d'autres tâches à réaliser. Enfin, dernier point, associer les techniciens de recherche aux chercheurs, c'est important. Un technicien de recherche, c'est quelqu'un qui est un support d'un chercheur. Il faut bien montrer cette étroite collaboration, bien la prouver entre un technicien et un chercheur pour bien être capable de justifier le fait qu'on va avoir une personne qui a contribué à la recherche effectuée par le chercheur. Encore une fois, c'est un besoin de prouver les relations qui existent entre les personnes et la participation effective. Encore une fois, une des manières d'y répondre, ça va être de bien tracer les éléments au fur et à mesure de l'année en expliquant qui fait quoi, combien de temps, et en essayant de garder un maximum de traces autour de ça. Et enfin, pour finir, donc la dernière partie la dernière partie donc du dossier justificatif, qui est une partie en fait facultative, parce que vous pouvez ne pas être concerné, mais c'est la partie sur les partenariats scientifiques et la recherche confiée. Donc en fait, qui concerne
deux choses différentes en fait. D'un côté, le partenariat scientifique, effectivement, dans le cas où, par exemple, vous établissez un partenariat donc avec un organisme de recherche, voire dans le cas où vous êtes partenaire dans le cadre d'un consortium de R&D, donc avec notamment dans le cadre d'un projet subventionné. Là, ce qui est vraiment important, en fait, ce qui est vraiment recherché, c'est de montrer dans le cas où vous êtes sur un projet collaboratif, c'est de savoir quel a été votre rôle par rapport à l'opération globale de R&D et de pouvoir en fait montrer que préindividuellement, votre contribution peut également être considérée comme de la R&D. Si vous n'effectuez que par exemple du pilotage ou que des tâches de support, vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, considérer que vous-même avez fait de la R&D. Il faut vraiment pouvoir montrer que préindividuellement, votre contribution, donc une sous-partie, hein, est bien de la R&D. Un autre aspect qui est concerné par cette partie-là, c'est dans le cas où vous faites appel à un sous-traitant, en particulier un sous-traitant, donc soit un sous-traitant public ou un sous-traitant agréé, donc que vous pouvez notamment déclarer dans vos dépenses de R&D. Là, il y a un point important qui notamment s'appuie sur une précision relativement récente aussi sur cette notion de sous-traitance, c'est que la sous-traitance elle-même doit constituer une opération de R&D individualisée. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir l'expliquer, la justifier de manière autonome en fait, et pas simplement sur le principe qu'elle est indispensable à l'opération de R&D. C'est en tout cas les règles qui s'appliquent actuellement et du coup à ce titre, depuis peu on demande de fournir une fiche qu'on appelle une fiche sous-traitance, c'est-à-dire finalement c'est le même principe que la fiche pour les opérations de R&D interne, sauf qu'elle est beaucoup plus courte. On peut s'attendre à ce que effectivement on soit beaucoup plus concis puisqu'on peut avoir plus de sous-traitants et souvent on est sur des opérations quand même beaucoup plus spécifiques, mais qui reprend uniquement en fait trois parties de la, euh, de la, de la, de la trame principale, donc de fiche descriptive d'opération de R&D, donc qui est l'objet de l'opération de R&D, la contribution scientifique et enfin la démarche suivie et les résultats obtenus. Donc finalement, c'est les trois mêmes parties qu'on retrouvait dans la fiche d'opération de R&D et en fait à ce titre, les mêmes règles en fait avec peut-être un peu plus de concision éventuellement, mais les mêmes règles que celles de la fiche d'opération interne vont s'appliquer ici. Et donc, en fait, c'est avec la même rigueur qu'il va falloir aujourd'hui justifier effectivement le travail d'un sous-traitant, même si c'est vous qui allez être amené à produire cette fiche. Du coup, ça peut nécessiter, dans certains cas, à bien préciser auprès de vos sous-traitants que vous allez avoir besoin de matière, en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas uniquement vous n'allez pas vous contenter simplement de la livraison peut-être du système ou de la technique hein, qu'ils doivent vous livrer dans le cadre de ce travail de R&D, mais que voilà, il est absolument indispensable que ça soit accompagné d'un petit rapport, hein, une sorte de rapport de R&D en fait, qui va préciser, hein, sans forcément les obliger à remplir la trame, mais au moins un rapport qui vont expliquer quelle a été la démarche suivie, leurs observations, les résultats, pour que vous derrière vous puissiez plus facilement produire cette fiche-là pour justifier que votre sous-traitant a bien fait de la R&D à un niveau individualisé. Voilà. Ainsi se termine cette grosse partie hein, sur la présentation du dossier justificatif du ministère de la Recherche. On a dû répéter, je pense, à chaque fois que chaque partie était importante, mais c'est finalement assez vrai. Chaque partie vraiment permet de justifier qu'on est soit dans le domaine scientifique, soit justifier les dépenses, soit justifier chacun des critères de Frascati. Ce qu'on propose maintenant, c'est de terminer sur une partie qui présente l'expertise scientifique, puisque pour rappel, le CIR est avant tout un mécanisme qui est purement déclaratif et qu'il faut être en mesure de justifier et qui est peut-être à justifier a posteriori, par exemple si un contrôle se lance. Et donc à ce moment-là, on va fournir le dossier justificatif pour faire cette analyse. Donc on propose de repartir d'un schéma qui est proposé dans le guide CIR du ministère de la Recherche, avec beaucoup de flèches, il ne faut pas en avoir peur. On a l'entreprise qui du coup est en relation directe avec la Direction générale des finances publiques, c'est l'interlocuteur privilégié dans le cadre des déclarations d'impôts. Potentiellement, un jour, cette DGFiP va choisir de analyser une déclaration de crédit impôt recherche. Auquel cas, elle va collecter les informations auprès de l'entreprise. Elle va aussi investiguer sur la partie fiscale, sur l'analyse de l'assiette des dépenses du crédit impôt recherche, mais sur la partie technique, elle pourrait solliciter de l'aide pour vérifier que effectivement le projet est bien du coup une opération de recherche.
Pour cela, elle va se tourner vers la direction générale de la recherche et de l'innovation ou les directions régionales à la recherche et à la technologie afin de solliciter une expertise du dossier pour vérifier l'éligibilité technique. Ces derniers vont du coup analyser le dossier, vérifier quel est le domaine des projets ou les domaines pour essayer d'identifier l'expert qui pourrait analyser au mieux le dossier et transmettre ce dossier à l'expert. L'expert va faire cette analyse d'éligibilité, va discuter en direct, non pas avec l'entreprise et la DGFiP, mais uniquement avec, par exemple, la D2RT. Et c'est ce dernier qui va du coup renvoyer un rapport ou un pré-rapport, hein, s'il y a des besoins de complément, à l'entreprise et à la DGFiP. Ce qu'il faut retenir, c'est que de prime abord, l'expert va faire une analyse du dossier uniquement sur ce dossier-là et sans autres éléments, mais il peut lui demander aussi des compléments, ou alors il peut aussi rencontrer les entreprises. Sur demande d'entreprise, sur le demande de la D2RT, des rencontres peuvent se faire et à ce moment-là, on aura l'occasion du coup de compléter le dossier via un échange de fonds, un échange vraiment scientifique, si jamais il reste des doutes, des points qui n'ont pas été levés lors de l'analyse, pour apporter un complément réellement sur le fond. Donc, ce qu'on vous propose notamment, c'est plus concrètement, c'est comment effectivement va se passer comment va se passer effectivement concrètement dans le cas où effectivement votre dossier va être expertisé. C'est-à-dire que vous avez envoyé votre dossier justificatif au ministère de la Recherche. Un expert a été désigné, a analysé votre dossier et bon, il n'a pas encore de quoi euh, euh, émettre un avis entièrement favorable. Il a peut-être des questions, il y a peut-être des imprécisions, ce genre de choses. Donc, il vous remettre un rapport, ce qu'on appelle un rapport préliminaire, dans lequel, en fait, c'est une sorte de brouillon du rapport qui analyse effectivement votre dossier et qui va contenir notamment peut-être quelques critiques, et quelques remarques, peut-être l'état de l'art qui peut-être manque de références dans le domaine, les incertitudes qui vont peut-être manquer de précision ou les travaux qui vont manquer de détails. Donc voilà, une série de points, plutôt de critiques sur lesquels en fait il va falloir répondre le plus souvent avec un complément écrit, un complément technique sur lesquels l'idée c'est de répondre en fait, de compléter, d'apporter des précisions techniques qui doivent permettre de lever les doutes de l'expert. Si à la lecture de ces éléments, il subsiste encore des doutes, ce qui peut être réalisé, c'est pas une obligation, c'est facultatif, mais c'est souvent le cas quand à ce stade il reste des doutes. Et c'est proposé par les agents du ministère de la Recherche, c'est de venir échanger avec l'expert. Souvent, ça se fait par visioconférence, puisque l'expert n'est pas forcément dans la même région que l'entreprise. Justement, l'expert était désigné comme étant souvent le plus compétent sur le domaine, donc il peut être un peu partout en France. Donc ça se fait souvent par visioconférence via le réseau Renater. Et voilà, l'idée là, c'est d'échanger avec l'expert voilà, qui va souvent arriver avec une série de questions complémentaires sur lesquelles il va pouvoir répondre à l'oral. Vous pouvez bien sûr commencer par une petite présentation hein, qui va résumer de manière très synthétique vos travaux. Et puis ensuite, voilà, c'est surtout une discussion, une session de questions-réponses qui vont permettre aussi de préciser, faire en sorte que l'expert comprenne mieux votre opération. Et souvent, suite à cette meilleure compréhension, du coup, l'expert vous propose de produire un dernier jeu de compléments techniques qui va être, voilà, qui va mettre par écrit les points dont vous avez parlé qui vous semblent intéressants, ou les points en tout cas qui vous indiquaient que vous deviez encore développer dans votre dossier. Voilà, suite à l'envoi de ces derniers compléments techniques, là arrive dans tous les cas le rapport définitif, donc soit il est favorable, tant mieux, soit il est défavorable, et dans ce cas-là, effectivement, ça peut amener l'administration, du coup, d'ailleurs, donc c'est renvoyé à l'administration fiscale qui peut effectivement revaloriser votre crédit impôt recherche, et sur lesquels, effectivement, suite à ce rapport définitif, peut-être plus tard en tout cas dans le cycle du contrôle, c'est-à-dire notamment dans la phase contentieuse, il est toujours possible de demander à ce que votre dossier soit contre-expertisé, donc par un autre expert. Et dans ce cas-là, va pouvoir se relancer potentiellement ce nouveau cycle, peut-être de manière un peu plus efficace, puisque
le nouvel expert va pouvoir repartir avec l'ensemble des éléments, notamment le dossier initial et les compléments, pour émettre éventuellement un contre-avis sur votre dossier. On va maintenant conclure sur cette présentation. Ça fait 1 heure qu'on parle. Il y a eu pas mal de choses qui ont été présentées. Pour rappel, déjà rapidement l'éligibilité d'un projet, pour vérifier justement que c'est du coup une opération de recherche qu'on peut reprendre. Tout le détail sur le dossier justificatif et enfin l'analyse de qu'est-ce qu'une expertise et comment ça se déroule par rapport à l'expérience que nous en avons. Donc on propose de conclure sur quelques idées importantes. Première idée, c'est important de construire la documentation des projets en amont et durant le projet, au fur et à mesure. Je pense que là, je peux utiliser le terme rabâcher, parce que je pense que je l'ai dit pas mal de fois. C'est important vraiment de tracer ce qui s'est passé, de tracer les différentes étapes, parce que au-delà du dossier justificatif, qui en aura besoin, c'est vraiment aussi un besoin pour l'entreprise de pouvoir conserver ce qui s'est passé pour être capable après de reproduire la connaissance, de la transférer, de la partager, de contribuer et donc de la formaliser correctement cette connaissance. La connaissance étant vraiment le maître mot dans une opération de recherche. Un autre point effectivement important, c'est le principe de vraiment de privilégier la clarté et la concision de la préparation du dossier. C'est vraiment préparer un dossier qui soit le plus concis possible. Et enfin, dernier point important, dans le cadre des échanges avec un expert, parce que c'est vraiment là que tout va se jouer. C'est vrai que souvent, effectivement, quand on reçoit un rapport préliminaire défavorable, ça fait pas forcément plaisir, surtout qu'on y voit le risque de se voir redresser son CIR. Et parfois, on peut avoir tendance à plutôt jouer sur la contradiction, c'est-à-dire effectivement à essayer de trouver les points sur lesquels effectivement l'expert a tort et finalement à se lancer plutôt dans un débat contradictoire. L'expérience fait que c'est pas, on va dire, une stratégie qui fonctionne bien. C'est pas ce qui est à préférer. Il vaut mieux préférer effectivement. Il vaut mieux partir en fait du principe que à tout moment, en fait, l'expert, tant que son avis est défavorable, c'est parce qu'il n'a pas eu tous les éléments en main pour juger favorablement de votre dossier. C'est-à-dire qu'il lui manque peut-être des éléments, qu'il a besoin de précision technique. Donc, c'est vraiment en partant de ce principe-là, et donc du coup, en préférant à chaque étape l'apport de précision, c'est-à-dire vraiment des compléments techniques, des précisions, vraiment une discussion, vraiment aller sur le mode de la discussion scientifique. C'est vraiment dans ce mode-là qu'on constate que vraiment qu'on peut avancer dans les échanges, qu'on arrive à tendre vers un avis favorable. Le fait de rester humble et d'essayer d'apporter au maximum vraiment des compléments et des précisions. Voilà. Donc c'est la fin de la présentation. Merci pour votre écoute. Je vous propose de passer à la phase de questions. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Si vous n'avez plus le temps de rester, n'hésitez pas également à prendre nos coordonnées. Vous pouvez faire je pense que vous pouvez faire un imprimé écran pour embarquer nos coordonnées. Et bien sûr, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas également à nous les poser, par exemple par email. Nous répondrons avec plaisir. Mais sinon, sans plus attendre, je vous propose, il reste une vingtaine de minutes, de passer aux questions-réponses. Et du coup, je me propose de prendre la première que je vais lire. Le benchmarking entre-t-il dans le cadre du CIR? Dupliquer une solution concurrente impose une part d'incertitude sur les résultats à venir. On peut aussi évoquer l'aspect reproductibilité au regard de ces différents critères, et puisque la solution existe déjà chez un concurrent, est-ce réellement de la R&D? Alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux questions dans cette grande question, notamment sur la notion du benchmarking, le fait de benchmarker une solution. Si on le prend individuellement, non, ce n'est pas, c'est peu souvent de la R&D. Par contre, il faut rester dans le principe de dire, voilà, la R&D, c'est toute une suite d'étapes. Et à partir du moment, par contre, où vous êtes capable de démontrer que cette étape finalement de benchmarking, c'est-à-dire finalement d'expérimentation de différentes solutions
s'inscrit dans une démarche scientifique, dans ce cas-là, pourquoi pas, effectivement, elle peut rentrer dans votre R&D, dans une démarche de R&D. On peut imaginer notamment la typologie d'activité de R&D dans l'informatique, ou chercher à créer un nouveau savoir-faire sur des technologies récentes et peu matures. On peut imaginer que dans ce cas-là, ce qu'on appelle un benchmark de technologie peut dans ce cas-là s'intégrer dans votre démarche de R&D et dans ce cas-là pouvoir être éligible au CIR. Ensuite, le fait qu'une solution existe déjà chez un concurrent n'est pas forcément rédhibitoire avec le fait de faire de la R&D, puisque potentiellement votre concurrent n'a peut-être pas publié sur ses résultats, en tout cas a gardé secret la manière dont la solution a été développée. Donc finalement, le seul point de comparaison, c'est une notion fonctionnelle, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qui est capable de faire fonctionnellement une solution. Et à ce titre, du coup, ça ne fait pas partie des connaissances. C'est-à-dire que si vous êtes amené à devoir lever des incertitudes et finalement dérouler une démarche scientifique pour arriver à un résultat qui est certes similaire, mais sur lequel vous avez dû vous-même rétablir toute une démarche scientifique parce que la connaissance sur le comment y arriver n'est pas disponible. Dans ce cas-là, c'est possible, vous pouvez être dans de l'A&D, même si vous ne faites que reproduire une solution qui existe déjà. Parce que probablement, à partir du moment où la solution qui existe n'a pas dévoilé effectivement son fonctionnement, ce que vous allez réaliser ne va peut-être passer par un autre chemin et donc créer une nouvelle connaissance. Voilà. Alors, je Antoine, prends je une sais pas autre si tu veux prendre question. la deuxième Ouais, je question. vais le prendre. Je prends une question. Je m'interroge sur l'utilité de l'enveloppe solo lorsque la R&D débouche sur du code open source. Alors effectivement, on peut se poser la question. Charlie parlait à ce moment-là des indicateurs de recherche pour essayer justement de déterminer des éléments qui vous permettent de un peu prouver votre paternité. C'est vrai que dans le cadre de l'open source, puisqu'il va y avoir un partage sur place publique, on aura un petit peu moins de difficulté à justifier justement une paternité si les choses se font correctement. Donc au-delà d'un job solo, finalement l'open source est aussi un indicateur en soi, puisque du coup vous allez pouvoir montrer que vous avez partagé, contribué et justifié que c'est vous qui l'avez fait, parce que vous aurez les éléments qui vous permettront de le faire. Donc effectivement, on peut se poser la question. Si vous faites réellement de l'open source, a priori, vous allez déjà avoir des indicateurs de recherche à mettre en avant, puisque vous allez pouvoir vraiment justifier votre apport de connaissances dans ce monde-là. J'ai une troisième question. Bon, elle est facile. Est-ce que les supports présentés peuvent être fournis? Alors oui, tout à fait. On pourra vous envoyer le support et il me semble même qu'il y a eu un enregistrement. Donc, vous devriez même pouvoir, en tout cas, diffuser, revisionner la présentation. En tout cas, les précisions vous seront envoyées par email. Hein, vous avez laissé votre email suite à cette conférence. Et si vous êtes aussi déjà client chez nous, le consultant qui s'occupe de votre dossier pourra également se faire le relais effectivement de ce support. Nouvelle question, assez courte, mais finalement pas simple pour la réponse. Conseillez-vous des outils de gestion de projet? Alors, j'ai presque envie de dire, ça dépend. La difficulté, c'est que ça dépend vraiment du contexte et de pas mal de critères, les besoins de la société, la taille, comment est-ce qu'elle se structure déjà. Il y a pas mal de choses qui peuvent y répondre. J'ai envie de dire, en fait, c'est pas une réponse qu'on peut apporter facilement, mais c'est des réponses qu'on peut apporter nous dans le cadre du travail qu'on fait via l'aide qu'on peut amener justement sur la structuration. Donc, on peut, en fonction justement des besoins des sociétés, identifier ces besoins-là et chercher à y répondre. Donc, s'il y a un réel besoin d'outils pour se structurer, la gestion de projet, la documentation, c'est des besoins qu'on peut chercher à qualifier. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse aller plus loin et justement chercher comment apporter une réponse et vous aider à vous structurer correctement. Exactement, vraiment pour compléter, la structuration de la R&D fait aujourd'hui vraiment partie genre des offres d'accompagnement qu'on peut proposer. Donc on effectue aujourd'hui beaucoup de conseils là-dessus, hein, pas que sur la justification scientifique, mais même sur toute la structuration. Donc effectivement, si vous avez peut-être des questions plus spécifiques par rapport aussi à un cas d'étude, à votre propre cas, on peut totalement imaginer l'organisation de peut-être d'ateliers spécifiques, hein, même rien que sur le sujet de la justification scientifique, hein. Si vous souhaitez justement, si suite à cette présentation,
parce qu'on reste bien entendu sur un sujet qui est peu évident, hein. Justification scientifique, c'est quelque chose d'exigeant, hein. Faut partir de ce principe-là. Donc si vous souhaitez effectivement en amont peut-être d'un projet faire cet exercice-là plus spécifiquement par rapport à vraiment un cas d'étude, à votre projet, faire cet exercice-là avec nous, on est à votre disposition pour organiser effectivement des petits ateliers spécifiques par rapport à votre projet effectivement et presque en amont finalement de vos travaux ou pendant effectivement voir comment on peut vous aider effectivement à mieux vous mettre sur les bons rails de la justification scientifique. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, en tout cas, merci pour toutes ces questions. Merci pour votre écoute. On va pouvoir du coup conclure ce webinaire. Donc encore merci vraiment pour votre participation. Surtout, vraiment, surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Ce sera un plaisir de discuter avec vous, en particulier de ces sujets-là. Voilà, merci beaucoup. Vous devrez normalement pouvoir avoir accès à la retransmission de ce webinaire. Il est possible également qu'on refasse des sessions liées à ce sujet. Voilà, et dans tous les cas, merci beaucoup, merci pour votre écoute et portez-vous bien surtout, c'est le plus important. Voilà, je vais pouvoir fermer le webinaire. Merci beaucoup.